Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants au premier cours dans le module de psychiatrie. Notre intitulé aujourd'hui, c'est les troubles délirants ou bien les délires. C'est le cours de professeur Bentamara. Toujours tous les liens utilisés dans le support sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande bien sûr votre support avec maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, notre objectif aujourd'hui dans ce cours, c'est de diagnostiquer un trouble délirant qui est persistant et bien sûr, deuxièmement, argumenter votre attitude thérapeutique après le diagnostic du délire. Donc, on va aborder le plan du cours. On va voir une introduction, quelques notions épidémiologiques, la sémiologie psychiatrique, la partie la plus importante, les troubles et bien sûr la prise en charge psychiatrique. Comment allez-vous prendre en charge un état ou bien un trouble délirant? Donc, premièrement, comme introduction, historiquement, la plupart de ces troubles délirants-là, chroniques bien sûr, non schizophréniques, notez bien, on va aborder la schizophrénie dans le prochain cours et c'est un diagnostic différentiel avec du délire. Donc la plupart de ces troubles délirants-là sont décrits en Europe au XXe siècle et ils regroupent plusieurs pathologies selon la classification française. Donc, ces délires chroniques paranoïques, ils comportent par exemple le délire d'interprétation ou bien la folie résonante de Sérieux et Capgras. Ça a été décrit en 1909. Les délires passionnels de Clérambault, décrit en 1921. Les délires sensitifs de Hitchmer. Les psychoses hallucinatoires de Gilbert Ballet en 1911. Les délires imaginaires décrits en 1913 par Dupré et Logre. Mais aujourd'hui, les délires chroniques non schizophréniques ne sont plus reconnus en que des entités distinctes. Ils sont maintenant nommés selon la nomenclature là, surtout la DSM-5 comme trouble délirant. Donc, la nouvelle nomenclature, elle va rassembler tous ces délires-là sous la nomenclature là. Notez bien, la DM5, c'est la nouvelle nomenclature. On parlera aujourd'hui de troubles délirants. Donc, et cette nouvelle classification, selon le DSM-5, elle définit les délires persistants comme des délires non bizarres. D'abord, ça, c'est la différence entre de la schizophrénie et des délires. Les délires sont des imaginations ou bien sont on peut utiliser le terme non bizarre, ils sont acceptables par rapport à la schizophrénie, ils sont tardivement des hallucinations bizarres. Donc, nouvelle définition du délire, on peut utiliser le terme de démence logique. Passons maintenant à l'épidémiologie. Donc, l'épidémiologie du trouble délirant est difficile à quantifier en raison de la rareté relative. Les troubles délirants, ils sont sous-évalués malheureusement, car les patients-là qui subissent de ce trouble-là, ils cherchent rarement l'aide psychiatrique et la prévalence estimée de ce trouble-là est actuellement entre 0,02 et 0,03% et l'âge moyen environ de début de délire, c'est environ de 40 ans. Donc c'est une pathologie sous-estimée, mal diagnostiquée, car malheureusement les patients-là, ils vont rarement chercher l'aide psychiatrique. Maintenant, la sémiologie psychiatrique. Donc, la question la plus importante, est-ce que un délire, ou bien c'est quoi un délire? Donc, comme définition d'un délire, ou bien une idée délirante, elle correspond à un trouble de contenu de la pensée qui va entraîner, notez bien, la perte du contact avec de la réalité. Donc, dans le délire, le patient, il va rompre du contact avec la réalité. Le délire, il est souvent un objet
conviction, inaccessible au raisonnement ou bien une contestation par des faits. Donc, le délire, c'est une conviction. Le patient là, il est convaincu par des idées, mais ces idées-là, notez bien, ils sont pas bizarres. Donc ça, c'est la différence entre le délire et de la schizophrénie. Le patient, il est convaincu par une idée, elle est non bizarre et elle est généralement non partagée par le groupe socioculturel du patient là. Donc le délire, c'est une conviction qui est logique, faites attention. Elle est non bizarre, non partagée avec le groupe socioculturel du patient. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces idées-là, ces idées délirantes? Donc, le thème de ces idées délirantes, c'est la persécution, la grandeur, l'érotomanie, la jalousie, les délires somatiques, et on va les aborder en détail dans l'enchaînement du cours. Le mécanisme là, c'est une interprétation ou bien une intuition, imagination. Donc le patient là, donc c'est pas d'un mécanisme hallucinatoire. Faites attention. Le patient dans le délire, c'est pas des hallucinations. Le patient, il a une interprétation, donc une intuition, des imaginations, si on peut dire, de ce trouble délirant là. Donc il va persister. Donc par contre, dans la schizophrénie, donc ça c'est des hallucinations qui vont persister. Faites attention. Dans le délire, le patient n'imagine pas les trucs, il fait l'interprétation. Donc c'est une imagination, mais il reste logique. Donc c'est une intuition. Mais dans la schizophrénie, là, il s'agit d'une hallucination. Les idées sont totalement bizarres et ils sont totalement illogiques. Donc premièrement, le thème, comme on avait vu, c'est multiple. Le mécanisme là, c'est interprétation, mais elle reste logique, c'est pas bizarre. Troisièmement, la notion de la systématisation. Donc, ça, c'est aussi une autre différence avec de la schizophrénie. Donc, les idées là dans le délire, ils sont systématisés par l'opposition à la schizophrénie, où les idées délirantes, ils sont non systématisées, ils sont marqués par l'illogisme et de l'incohérence. Et on va aborder le trouble schizophrénique en détail dans le prochain cours. Donc, généralement, dans les idées délirantes, on comprend un seul thème et un seul mécanisme principal, contrairement à la schizophrénie, où il y a des idées délirantes qui sont illogiques, je répète, et ils sont polymorphes. Et on va aborder en détail la schizophrénie dans le prochain cours. Donc le thème, le mécanisme, la systématisation et troisièmement, c'est l'adhésion. Donc le sujet là, le patient, il adhère totalement à ses croyances délirantes. Donc il est convaincu, on a vu ce terme-là, le patient, il est convaincu de ses idées délirantes. Donc il va l'adhérer. Donc c'est là le terme de l'adhésion. Et il y a aussi là, cinquièmement, la participation affective. Donc dans les troubles délirants chroniques, il peut s'accompagner des épisodes dépressifs qui sont caractérisés par une conviction ou bien de l'intensité du délire lorsqu'elles sont importantes. Donc là, il existe une participation affective. Ce sont des épisodes dépressifs qui sont rencontrés surtout dans le délire de persécution et de jalousie et d'érotomanie. Donc là, le patient va passer à la dépression. Et là, il faut redouter, notez bien, un passage à l'acte qui est lié à ce délire-là. Et ce sont des critères d'hospitalisation qu'on vous allez voir dans l'enchaînement du cours. Donc le risque de passage à l'acte, c'est parmi les critères de la prise en charge du patient et d'hospitalisation. Donc deuxièmement, c'était les caractéristiques du délire. Notez bien la différence entre le délire et la schizophrénie. Là, les idées, donc c'est une intuition, c'est une imagination, mais elle reste logique. Elle est adhérée par le patient, ce sont des croyances délirantes. Donc le patient, il adhère totalement à ces idées-là. Ils sont généralement systématisés et un seul thème, il est fréquemment répondu. Donc pas comme
la schizophrénie où on va noter un polymorphisme des termes et même des mécanismes qui sont polymorphes. Et faites attention, les idées délirantes peuvent être accompagnées avec une composante affective. Le patient, il peut subir des épisodes dépressifs et ils vont lui pousser vers le passage à l'acte lié à ce délire. Donc ça, c'était premièrement des notions de base et des définitions concernant les délires. Donc, il faut faire attention de différencier, ça c'est important qu'en compétence, il faut différencier un délire par rapport à de la schizophrénie. Et maintenant, on va aborder la deuxième partie qui sera sur les formes cliniques et du diagnostic. Donc, on va aborder le trouble psychiatrique devant un délire. Donc, premièrement, pour poser un diagnostic positif d'un délire, les idées délirantes doivent être non bizarres. Ça, c'est premièrement. C'est-à-dire que le contenu du délire apparaît relativement plausible. Donc, pas des idées bizarres, pas des idées incroyables. Et ces idées-là doivent persister plus d'un mois. Donc ça, c'est important. Premièrement, le contexte, les idées doivent être non bizarres, je répète. Et la durée là, c'est plus d'un mois. Et il n'y a pas d'hallucinations. Faites attention, des hallucinations là, ils sont en faveur d'un trouble schizophrénique. Il n'y a ni un syndrome de désorganisation, ni un syndrome négatif. Donc tout ça, on va l'aborder dans la schizophrénie, où on va voir ça, ce sont les composantes là, ce sont les syndromes positifs, syndrome désorganisation et les syndromes négatifs. Tout ça, ce sont des critères de diagnostic de la schizophrénie qui ne devraient pas exister là devant un délire. Maintenant, le trouble délirant, il va persister en général et il va être associé à un retentissement moins marqué sur le fonctionnement, moins que la schizophrénie. Donc, dans la schizophrénie, malheureusement, il existe un retentissement qui est remarquable vers le fonctionnement du patient et la vie quotidienne. Là, dans le délire, il est moins persistant, il est moins apparent, il existe un moins retentissement par rapport à la schizophrénie au contexte fonctionnel du patient. Maintenant, on va aborder les formes cliniques des délires. On avait dit précédemment, c'était l'érotomanie, la jalousie, la mégalomanie, la persécution et même parfois des troubles de type somatique. Et on va les détailler maintenant et on commence premièrement par l'érotomanie. Donc l'érotomanie, ce sont des idées délirantes toujours, qui sont érotomaniaques, qui sont concentrées sur quoi? Sur la conviction erronée d'être aimé par un individu. Donc le patient là, il a des idées délirantes d'être aimé par un individu là et il est totalement convaincu par ces idées-là. Je répète, dans le délire, le patient adhère totalement à ces idées-là et ils sont non bizarres. Donc une idée d'être aimé par un individu, elle est non bizarre, elle est adhérente, et elle est adhérée par le patient là. Il ne s'agit pas d'hallucination. Et elle résulte d'un mécanisme intuitif au départ. Donc c'est une interprétation. Chez le patient là, il a un mécanisme intuitif d'interprétation qu'il est aimé par une autre personne là. Ces idées délirantes là, elles sont plus fréquentes chez les femmes là. Donc ce sont les femmes qui sont le plus fréquemment siège d'un délire érotomanique ou bien de la érotomaniaque. Et ces idées délirantes là, ils vont évoluer vers trois phases. Premièrement, la phase longue de l'espoir. Donc, le patient là, il va avoir de l'espoir d'être aimé par cette personne-là. Cette phase, elle est succédée par la phase de dépit. Et dernièrement, la dernière phase, c'est la phase de rancune, où là, les sollicitations vont être injuriantes et menacées. Et là, on risque le passage à l'acte à ces patients-là. Donc, le risque de passage à l'acte, il est souvent dans la dernière phase de rancune. Donc, alors, c'est très important, comme je vous ai dit, de justifier une hospitalisation devant un délire érotomanie lorsqu'il
atteint la dernière phase de rancune, pas de colère, des sollicitations qui vont devenir injures et menaçantes chez le patient et son entourage. Donc, premier délire, c'est l'érotomanie, c'est la sensation ou bien le délire, l'idée délirante d'être aimé par une personne là. C'est fréquent chez les femmes. Elle passe par trois étapes et faites attention. Là, il y a un risque, comme on l'avait dit précédemment, c'est parmi les délires qui vont passer au passage à l'acte parce il existe une composante affective qui est avec une relation avec de la dépression. Deuxièmement, deuxième délire, c'est un délire de type de jalousie. Donc les idées délirantes là, de la jalousie, ils portent sur la conviction délirante que son partenaire il est infidèle. Donc là, les patients, ce sont fréquemment des hommes, ils ont des idées délirantes et ils adhèrent totalement, ils sont convaincus par l'idée que son partenaire là, il est infidèle et ça peut être favorisé par un contexte alcoolo. Dépendance et faites attention, là il existe aussi un risque vers le passage à l'acte. Donc c'est parmi les délires où il existe une affection, bien une composante affective. Là, on risque le passage à l'acte dans le délire de jalousie. Donc il existe la jalousie bien sûr sur les deux sexes, les hommes et les femmes, mais surtout notez bien, ce délire-là, il est favorisé par les hommes, surtout devant un terrain d'alcoolodépendance. Troisième délire, c'est le délire de mégalomanie. Donc, ce sont des idées délirantes de mégalomaniaque, de grandeur, un sens de grandeur. Là, le patient, il est convaincu, des idées délirantes d'être doué d'un talent, de pouvoir qui est méconnu, avoir fait une découverte qui est importante. Donc, c'est un inventaire qui est méconnu. Le patient, là, il a des croyances de grandeur. Donc, il pense à avoir des pouvoirs, savoir, d'invention. Donc, ça, c'est le troisième délire, le délire de mégalomanie. Quatrième délire, un délire de persécution. Donc, là, c'est de la persécution. Le patient, il va avoir des idées délirantes d'être victime d'un complot ou bien d'un espionnage, donc, ou bien d'une conspiration qui vise à l'empêcher et aboutir de arrêter ou bien de détruire ses projets personnels et individuels. Là. Donc là, c'est un délire de persécution. Le patient, il a le délire d'être menacé, d'être une victime d'une conspiration, d'un espionnage. Donc là, le patient, il va subir ce type de délire-là. Ça, c'est appelé le délire de persécution. Cinquièmement, les délires, ils peuvent être de type somatique. Et on va aborder les délires somatiques, ou bien les troubles somatoformes dans le prochain cours. Donc là, les idées délirantes, ils sont somatiques, ils portent des sensations, donc des projections fonctionnelles et corporelles. Donc là, ça va être sensitif. Le patient là, il va être convaincu de délirance de type somatique et là, il va porter une sensation et des fonctions corporelles. Donc ça, c'était les types de délire. Notez bien, ces idées-là qu'on a déjà citées, soit de jalousie, de mégalomanie ou bien de persécution, ils sont logiques, ils sont pas bizarres, ils sont acceptables et la durée qui va être supérieure à un mois. Donc ça, ce sont les critères pour diagnostiquer un état ou bien un trouble délirant. Donc avant de voir la prise en charge, on va voir les diagnostics différentiels avec du délire. Donc, comme diagnostic différentiel, on a des affections psychiatriques. Premièrement, c'est de la schizophrénie qu'on va aborder avec détail dans le prochain cours. Donc, là, les idées, ils sont invalidantes. Ces idées-là, ils sont bizarres. Ce sont des hallucinations, là, comme vous allez voir dans le cours de la schizophrénie. Deuxièmement, d'autres affections qui posent un diagnostic différentiel, c'est les troubles de l'humeur. Donc, avec des symptômes maniaques dépressifs.
Parfois, ce sont des délires qui sont dus à bien des conséquences avec l'utilisation de substances. Il existe des substances qui vont causer du délire. Donc, là, dans le délire, le trouble de délire, il n'y a pas d'existence de ces substances-là délirantes. Parfois, il existe certaines personnalités là, des troubles de personnalité, qui sont dites les personnalités borderline. Donc, ils ont un trouble de personnalité. Ce sont des patients susceptibles d'avoir ces troubles-là. On les appelle les personnalités borderline. Parfois, ce sont les personnalités antisociales. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec du délire. D'autres causes qui sont non psychiatriques, donc c'est médicamenteux, c'est le traitement médicamenteux, par exemple, c'est la L-Dopa, la Levodopa, du baclofène. Parfois, c'est du trouble neurologique, donc confusion après un accident cérébral, un AVC, ou bien une encéphalite. Crise épileptique focale peut donner des sensations. Je vous invite à consulter le cours des crises épileptiques. On a abordé ça avec détail. Et même du syphilis dans son état neurologique. Je vous invite à consulter le cours des infections du système nerveux central. On avait abordé le syphilis parmi les causes des encéphalites et même des états d'hallucination, bien sûr, et des troubles d'ordre neurologique. Autre diagnostic différentiel, c'est la maladie de Wilson. C'est la maladie avec défaillance du métabolisme en cuivre. Autre diagnostic là, c'est la maladie de Pick et Niemann, ou bien maladie de Niemann-Pick. Elle est associée avec une splénomégalie idiopathique, paralysie supranucléaire du regard et des ataxies. Donc, tout ça, ce sont des affections d'ordre neurologique, d'ordre non psychiatrique là. Tout ça, ça va poser du diagnostic différentiel. Donc, faites attention devant les critères cliniques. C'était premièrement les idées délirantes. C'était le contexte, les idées délirantes qui sont acceptables, qui sont non bizarres. Chez un patient, donc, il n'y a pas de troubles ni psychiatriques, ni d'autres troubles psychiatriques, ni d'autres affections là d'ordre neurologique. Et le patient là, il va adhérer ces idées, il va les accepter, il va les défendre. Donc, et dernièrement, pour la prise en charge là, notez bien les critères d'hospitalisation en psychiatrie. Donc, l'hospitalisation d'un patient qui souffre d'une idée délirante, chronique de persécution, notez bien, ça va poser de nombreux problèmes sur le plan thérapeutique, car elle va accentuer le sentiment de persécution et peut aggraver là le comportement. Donc le patient, il va se sentir plus en plus persécuté par l'examinateur ou bien par du médecin. Donc faites attention, devant un délire de persécution, l'hospitalisation là, elle peut aggraver les signes ou bien les symptômes. Mais les indications d'hospitalisation, c'est lorsque le patient là, il va un risque, comme je vous ai dit, avec au passage à l'acte. Donc, les indications, c'est lorsque le patient va un danger ou bien devenir un danger pour la sécurité des personnes là, ou bien des troubles qui sont d'ordre public. Donc, devant un risque de passage à l'acte, devant un risque que le patient il va être dangereux sur lui-même ou même les personnes. Donc là, ce sont les critères d'hospitalisation des patients. Et bien sûr, lors de la demande des patients là, donc lorsqu'elles ont des troubles ou bien des complications, et aussi les critères d'hospitalisation si ces patients-là, ils sont accompagnés avec un représentant d'État. Donc c'est l'État du SDRE, donc les soins sous décision d'un représentant de l'État. Et bien sûr, lorsque ces patients-là vont devenir, comme je vous dis, un danger sur lui-même ou bien sur leur entourage avec un risque de passage à l'acte. Dernier titre, c'est le traitement psychopharmacologique. Traitement, il recourt bien sûr sur les antipsychotiques. Donc, ils sont recommandés dans les troubles délirants, bien sûr à faible posologie au début du traitement. Donc, ils sont le plus souvent recommandés du fait de sa
grande sensibilité donc, des patients-là. Donc, donc les antipsychotiques sont indiqués là, mais de faible posologie. Notez bien pourquoi. C'est parce que critère de la sensibilité de ces patients-là. Donc, il existe des effets secondaires des médicaments antipsychotiques. Par exemple, le syndrome extrapyramidal là, qui est dû au abus de l'utilisation des antipsychotiques. En cas d'un patient avec une mauvaise compliance thérapeutique, vous pouvez faire le recours aux antipsychotiques d'action qui sont prolongés. Donc, soit traitement à faible dose chez un patient qui est compliant ou bien avec une bonne observance au traitement, ou vous pouvez utiliser les antipsychotiques d'action prolongée, bien sûr, chez les patients qui ont une mauvaise observance au traitement. Et heureusement, les médicaments antipsychotiques ils atténuent la conviction délirante, atténuent l'angoisse et ils réduisent l'agressivité du patient. Donc, c'est du bon effet. Mais il faut parfois l'association d'un traitement antidépresseur. Il est parfois nécessaire dans les idées délirantes chroniques ou bien en cas d'épisode dépressif euh, avec un caractéristique qui est associé. On avait vu ça dans les affections dépressives. Par exemple, c'était le délire de jalousie, le délire d'érotomanie. Là, les patients-là, ils ont un contexte affectif dépressif. Donc, parfois, c'est l'association des antipsychotiques avec un traitement antidépresseur dans certains des cas. Et parfois, c'est de la psychothérapie qui peut être indiquée là. Donc, elle est essentielle pour créer un rapport de confiance entre le patient et le thérapeute. Donc, la psychothérapie aussi, elle est efficace sur les idées délirantes et surtout sur les troubles de persécution là. Donc, un rapport de confiance va être très bénéfique à la prise en charge et il va aider au traitement psychopharmacologique. Donc, ça, c'était tout pour les troubles délirants, bien les idées délirantes. Notez bien que les idées délirantes, je répète, ils sont pas bizarres, ils sont adhérentes, ils sont acceptables, ils sont dus à l'intuition et à l'interprétation du patient. Il ne s'agit pas là d'une hallucination plutôt. On va aborder ça avec détail dans la schizophrénie, notre prochain cours. Et notez bien les critères d'hospitalisation lorsque le patient va risquer au passage à l'acte. Donc ça, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous rencontrerai prochainement, mes chers amis, dans la suite des cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai très prochainement.